Radio ici maintenant. Olivier avec vous pour Nouvelle Conscience. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Weiss qui est avec moi depuis, même avec nous, depuis l'Inde. Donc, il est en Inde, il est à Bangalore. Et là-bas, il est très tôt. Didier, bonsoir, est-ce que tu es avec nous? Oui, Olivier, je suis là. Je suis effectivement à Bangalore, en Inde, et il est très tôt. Effectivement, j'ai mis mon réveil cette fois-ci, et puis il fait frais ici à Bangalore. On est en plein hiver et on est à au moins 18 degrés, donc tout va bien. Et dis-moi, juste pour la performance, quelle heure il est là-bas? Il est 3h30 du matin. Eh ben bravo. Merci de t'être levé aussitôt pour nous. C'est pas de problème, avec plaisir. Alors Didier, si je donne quelques mots sur toi, je sais que tu n'aimes pas trop qu'on insiste sur l'histoire, mais on va le faire juste un petit peu sur le début de cette émission pour te présenter un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas, puis ensuite tu vas surtout continuer sur ton expérience, ton vécu et les enseignements de la non-dualité. Donc en gros, tu es quelqu'un qui, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, Bien sûr. qui l'adolescence est passionné par la quête spirituelle, qui s'est senti appelé très tôt vers quelque chose, et puis tu as continué cette quête. En parallèle, tu es devenu ingénieur du son, donc à Paris d'abord, et puis aussi dans différents pays dans le monde. Et puis un beau jour, en 1994, me semble-t-il, ton métier t'a amené en Inde. Et puis le coup de cœur lorsque tu es arrivé à Auroville, et avec ta femme, vous avez décidé de vous y installer. Et donc c'est ce qui a permis aussi que tu approfondisses ta quête spirituelle. Cette quête qui t'a amené, nous allons le voir, à effectivement une expérience très belle. J'espère que tu vas pouvoir nous la décrire. Tu es en parallèle l'auteur de Exploration non duel, Retour au paradis perdu, aux éditions Acarias. Alors du coup, qu'est-ce qui est arrivé à l'individu Didier au moment de plonger dans le grand océan? Et aujourd'hui, il est où l'individu Didier? Est-ce qu'il a disparu ou est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il en reste? Ben alors, disons qu'on va faire court là, parce on va pas mettre trop de suspense pour les auditeurs, parce on va aller directement au vif du sujet. Une fois de plus, il y a une découverte qui s'est passée. Dans mon cas particulier, dans le cas de l'histoire de Didier, il y a eu une date très précise en 98, très précise au niveau du jour, de l'heure, de la minute, de la seconde. Donc c'était abrupt. Donc on peut parler peut-être de différentes options de ce côté-là, mais dans cette histoire-là, c'était une histoire qui a amené un éveil abrupt. Et la reconnaissance qui est apparue à ce moment-là, qui n'est pas apparue à Didier. Et ça, c'est vraiment important euh, de vraiment insister sur ça. Et la reconnaissance que tout d'un coup, euh, il y avait clarté, il y avait vision, que ce Didier qui était aussi, qui était aussi bien défini, aussi bien existant, avec une date de naissance, avec des mémoires, une enfance, etc. Tout cela avait été d'une certaine manière une forme de rêve. Attention, hein, on va en parler, c'est pas, je n'appelle pas ça vraiment un rêve, mais une forme de rêve, non pas que l'histoire n'était pas réelle, mais que ce Didier au centre de cette histoire-là n'avait en fait jamais réellement existé, n'existait pas et n'existerait jamais, parce que en fait c'était juste un élément inexploré de notre expérience de tous les jours, qui avait été découvert pour être inexistant. Donc, une fois de plus, c'est la disparition de quelque chose qui n'existe pas. Une construction, c'est ça. Donc en réalité, nous sommes des constructions, on est d'accord. Voilà, donc on peut pas vraiment dire que ce qui se passe, c'est que Didier s'éveille, parce que ce serait, une fois de plus, décider qu'il y a quelqu'un au centre qui va, à un moment donné, obtenir quelque chose, ou changer, ou créer quelque chose. On pourrait plutôt en parler par la négative, en disant que une espèce de rêve, donc une espèce d'hallucination, j'en parle souvent sous ce terme-là, tout d'un coup disparaît. C'est la réalisation, tout simplement. On parle de la réalisation avec un grand R, on en fait quelque chose de très mystique en haut de la montagne, et en fait c'est pas du tout comme ça je l'ai ressenti. C'était plutôt euh, juste un étonnement profond devant cette méprise. En fait, c'est une forme de méprise de toute une vie, tout simplement.
Quelle méprise. Alors la méprise, la méprise de la vie séparée, de la vie fragmentée, la méprise de moi à l'intérieur et le monde à l'extérieur, la méprise d'une espèce de frontière entre ce que j'appelle mon intériorité et l'extériorité qui est le monde, la méprise de la fragmentation, méprise de la séparation. Tout cela était une conclusion qui était la mienne et qui est la conclusion de la grande majorité de la planète, euh, tout simplement à travers des éléments qui n'avaient en fait jamais été vraiment explorés. Et cette exploration profonde, honnête, parce que l'honnêteté est à mon avis un des moteurs principaux, a révélé que tout ceci n'était juste que rêve qu'illusion, tout simplement. L'illusion, elle est juste là. L'illusion est juste dans la lecture du monde, dans l'interprétation de ce que j'appelle le monde, ce qui est en fait ce qu'on appelle l'existence, la vie, et que si cette lecture devient d'une certaine manière saine, en tout cas sans souffrance, parce qu'il y a un élément de souffrance qui est énorme dans cette séparation, la vie continue comme avant. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas des ailes ou des cornes qui ont poussé tout d'un coup. Et à un moment donné, il y a une espèce de soulagement incroyable, comme un cauchemar qui s'arrête. Parce que bon, on parle de la fin du rêve, mais je parlerai plutôt de la fin du cauchemar. Bah, justement, alors du coup, entre ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette surprise profonde au moment de cette prise de conscience, et puis là, tu parles de la fin du cauchemar, c'est quand même quelque chose de fort, hein. Tu en parles comme quelque chose, c'est une évidence, tu sembles dire, mais c'est quand même une expérience forte, enfin une expérience, ou une non-expérience. Voilà, En tout cas, c'est une non-expérience. Parce que bon, est-ce que tu vois, d'imaginer des choses d'en tirer un stress, d'en tirer des sentiments effectivement, d'être tout petit, d'être incomplet, d'être insuffisant, et de réaliser que en réalité, cette incomplétude, cette insuffisance n'a été générée que par des pensées, que par des croyances. Euh, Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose? Tu vois, c'est ça toujours la question, quoi. en tout cas, tu parles d'un très grand soulagement Oui, face à la fin du cauchemar. bien sûr. Bien sûr, parce que c'est ma définition de la souffrance en fait, hein, tu vois, parce ma vie avant cet éveil était composée de trois éléments, on pourrait dire, le plaisir, la douleur et la souffrance. Et la souffrance est une forme de douleur, bien sûr, mais c'est surtout une forme de douleur qui est optionnelle. C'est la souffrance qui est générée par les histoires de moi, les histoires de ma séparation et de tout ce que ça implique au niveau des émotions qui vont avec. Et cette souffrance, quand elle disparaît, il n'y a plus que deux éléments de la vie, c'est le plaisir et la douleur, mais la souffrance a disparu. Et cette souffrance qui disparaît, c'est une énorme différence, bien sûr, je ne peux pas le nier. Quand tu parles de douleur, c'est la douleur physique, c'est ça? Non, ça peut être une douleur psychologique, émotionnelle. Je veux dire, je suis passé après ce non-événement, je suis passé à travers des moments difficiles dans ma vie. J'ai ma fille qui a eu qui a été découverte avec des problèmes neurologiques et ça a été difficile, hein. Je peux pas dire que j'ai eu une vie euh, toute rose et toute facile après ça, mais la douleur était là et quand elle disparaissait instantanément quand elle n'avait plus besoin d'être là, mais il n'y avait aucune histoire qui se racontait en fond d'écran qui dirait pauvre moi, ça devrait être, ça devrait pas être, mais comment c'est possible, etc. Enfin, tout ce qui correspond à, à, à cette croyance d'une vie individuelle, quoi. Donc il n'y a pas d'identification, c'est ça la douleur. Il n'y a pas tout un processus d'interprétation des événements qui crée la souffrance morale dont tu parlais tout à l'heure. C'est de ça dont tu parles. Oui, exactement. Ça peut être une façon de le dire. Il y a pas ce mécanisme, parce que c'est un mécanisme, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose. C'est pas quelqu'un qui doit être guéri de quelque chose, c'est pas quelqu'un qui doit progresser pour apprendre à être non identifié. Une personne qui n'existe pas, qui serait non identifiée, ça n'existe pas, encore moins. Donc, c'est un mécanisme qui peut, d'une certaine manière, disparaître. Après, comment il disparaît, dans quelles conditions il disparaît, ça c'est une autre conversation qu'on peut avoir, mais en réalité, il y a pas de responsabilité, il n'y a pas de faute de pas faire ce qu'il faut ou de faire ce qu'il faut pas. D'une certaine manière,
cette possibilité de découverte, cet éveil est une des choses les plus injustes qui arrivent dans l'univers, parce que c'est pas mérité et surtout c'est pas quelqu'un qui peut y arriver, quoi. Pourquoi est-ce que c'est injuste? Bah, c'est injuste parce qu'en fait, on a aucun, il y a, apparemment, il y a plein de leviers, il y a ce qu'on appelle des techniques, des livres, des vidéos sur le net en ce moment, des émissions de radio comme celle-là, par exemple. Donc, il y a des outils, il y a plein de choses qui semblent être utiles pour arriver à, mais une fois de plus, c'est une lecture extrêmement duel de la vie de croire que ça fonctionne comme ça. En réalité, l'éveil n'a pas de cause il peut y avoir un contexte. Par exemple, je cite souvent Stephen Jourdain, qui est un autre qui était un autre enseignement spirituel pendant pas mal d'années, qui parle que si le soleil se lève, c'est dans un contexte d'un horizon. Donc l'horizon est là, et on peut pas reconnaître ce soleil en fait que tout le monde voit. Hein. C'est pas quelque chose qui est apparu tout d'un coup, mais il est là, mais il n'est pas reconnu. Et dans un certain contexte, un certain horizon, le soleil peut être reconnu comme apparaissant. Et ce contexte-là, il semble être plus favorable à travers une recherche spirituelle, mais en fait, c'est un peu un leurre, quoi, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est c'est des ça semble lié, mais c'est pas toujours le cas. Et on connaît rien, on connaît pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais essayer d'utiliser des mots pour décrire ce que tu appelles dans le titre de ton livre, ou même le plus exactement le sous-titre, ce fameux paradis perdu? Alors, le paradis perdu, Qu'est-ce- Comment tu le décrirais? on en a déjà un petit peu parlé, parce que se déposer ce sac à dos très lourd de la souffrance individuelle, personnelle, est une forme de paradis. Imagine, tu fais un trek en montagne et puis on t'a mis 25 kilos de cailloux dans ton sac avec en plus des bretelles qui font très mal parce qu'elles sont trop vieilles, etc., etc. Et tu te rends pas compte que pendant ton trek, malgré la beauté du paysage, malgré cette aventure incroyable de se promener dans la nature, etc., il y a ce sac à dos qui est là. Il est un peu oublié parce que bon, t'as pas le choix, tu le portes. C'est un petit peu comme si c'était un passage obligé. Et puis, à un moment donné, quelqu'un te dit, mais tu sais, ces cailloux-là, t'as pas besoin de les transporter, il y en a partout des cailloux. C'est un peu ridicule. Et juste avec cette information-là, tu poses le sac et tu continues à marcher. Et là, imagine la légèreté, la joie qui peut arriver, ce sentiment de paradisiaque de continuer cette marche dans la nature sans le sac à dos. C'est un peu de ça dont je parle, quoi, en fait. Parce que certains tentent de décrire cette expérience, cette nature véritable, sous des mots qui sont souvent plutôt amour, par exemple, ou silence, euh, ou vacuité, etc. Il y a tout un panel de mots qui essayent de décrire ce qui est indescriptible. Pour toi, comment tu le décris? C'est des mots que je pourrais utiliser, j'utilise à l'occasion. Les mots en eux-mêmes, s'ils sont bien présentés dans un contexte qui est approprié, ont le droit d'exister. Hein. On est d'accord, Olivier, et tu l'as dit au début, ils sont complètement imparfaits. À aucun moment donné, ils pourront vraiment décrire. Ramesh parlait que c'était des pointers, donc c'est des espèces de poteaux indicateurs qui donnent une direction ou des menus qui montreraient en fait, qui décriraient quelque chose qui pourrait être vécu en tant que expérience directe. Donc les mots sont totalement inadéquats, mais on essaye de faire avec. Donc silence, ça me vient parfait, c'est intéressant. Surtout pour un ingénieur du son, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais en fait, c'est pas le silence de l'absence de son. C'est le silence de l'absence et de la présence du son. Hein. C'est le silence qui est là, qui permet au son d'apparaître et de disparaître. Donc c'est beaucoup plus que le silence physique. C'est un silence qui est tellement absolu que, en réalité, il n'est pas dérangé par la présence
par le vacarme, par quoi que ce soit de la vie, quoi, en fait. Donc ça, c'est l'aspect, comme tu en as parlé, de l'aspect de la vacuité. Et ça, c'est une des deux directions. L'autre aspect, c'est l'aspect qui est aussi révélé au même moment, qui est l'aspect je dirais, euh, de la totalité de ce qu'on est réellement. Et on est à la fois totalement vide de toute définition, de toute identité, de toute identification, bien sûr, mais on est à la fois plein de cette vie, de cette expérience qui est là, complètement incroyable, improbable, magique, qui en fait euh, n'est pas fragmenté et qui est un tout extrêmement complexe, mais qui est une danse, une beauté qui est à l'œuvre. Nisargadatta Maharaj en parlait beaucoup. Il a utilisé cette phrase plusieurs fois d'ailleurs, qui dit quand je vois que je ne suis rien, donc c'est la vacuité, hein, donc quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. Hein, donc c'est de ça dont on parle. C'est la totalité et la vacuité qui sont les deux pôles ou les deux éléments de cette vie. Et souvent, notre, euh, notre position, au lieu d'inclure ces deux pôles, au lieu d'être complètement absolument informé par eux, euh, notre vie s'écoule non pas euh, avec cette conscience-là, avec cette possibilité, mais avec une peau de chagrin qui serait située quelque part. Je suis un petit peu existant parce que j'existe un petit peu en tant que Didier, mais pas trop parce il y a tout le monde qui existe, et les autres, et les animaux, etc. Et puis je suis un peu rien parce qu'en fait je sens que je n'ai pas grande valeur. Quelque part, c'est ridicule une vie d'homme par rapport à, par exemple, l'histoire de la planète, par rapport aux dinosaures, par rapport à l'évolution de l'homme, etc. Donc je suis pas grand-chose quand même. Je suis un petit peu quelque chose, mais pas grand-chose. Et cette position-là, cette lecture de la vie est un des moteurs de la fragmentation et de la séparation. Et Nisargadatta Maharaj nous dit, mais non, vous êtes la totalité de ce qui est, vous êêtre aussi son absence la plus totale au même moment. Et il y a pas, et d'ailleurs, ce moment-là est toujours ici et maintenant, comme, comme le nom de votre de la radio. Donc en fait, on est clairement dans une situation où on se prend pour quelque chose ou quelqu'un euh, qui en fait n'a pas de raison d'être. Et cette vacuité, cette plénitude sont notre vraie nature. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des moments où peut-être tu n'es pas actif en particulier parce que c'est peut-être le soir et où tu es plus proche de cette nature véritable qui est la tienne, qui est la nôtre, et où tu la sens très particulièrement sous forme, encore une fois, d'amour, de silence, etc. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'abandonnes complètement à cette présence et comment tu la sens dans ces moments-là? Voilà, bah, en fait, ce que tu viens d'exprimer, c'est une conclusion, enfin, c'est une conclusion, c'est une question qui est légitime, hein, attention, j'en mets pas ça en question, mais qui, une fois de plus, utilise ce levier de dire quelle est l'expérience d'éveil de Didier. Et cette question-là est un rêve, est une forme, une fois de plus, d'hallucination. Parce que si quelque chose se passe, c'est que cette réalité, cette présence, cette existence, cela que je suis réellement, n'est absolument en aucun cas changé, ni affecté, ni par quoi que ce soit qui se passe, que Didier soit en position méditative, écoute un concert de rock, et soit au bar avec des copains, ou soi-même en sommeil profond, ça fait aucune différence. Donc, en réalité, euh, il n'y a pas un moment particulier où je suis plus ceci ou moins cela. C'est pas une question de quantité. Ça n'a rien à voir en fait. C'est complètement sans lien aucun. J'entendais par là une image que certains utilisent qui est plutôt l'image de la périphérie par rapport au centre, c'est-à-dire des moments où, je sais pas, tu es peut-être plus affairé à faire quelque chose et peut-être plus en périphérie par rapport à cette présence, et dans les moments où tu es peut-être plus attentif, ou je ne sais pas, où dans ce cas-là tu reviens plus vers le centre et où tu es plus en cœur à cœur, en harmonie avec cette présence.
Il n'y a pas cette distance-là, hein. Il n'y a pas de quelqu'un qui serait un peu plus éloigné ou un peu plus près. Ce qu'on est toujours à la même distance. Il n'y a aucune possibilité de modulation de ce côté-là. Puisqu'on l'est réellement directement. C'est pas quelque chose qu'on a et qu'on a plus ou moins. C'est quelque chose qu'on est directement, intensément, de manière viscérale. Donc, oui, je prendrais à ce moment-là ton illustration et je la retournerais. Je dirais au sein de cela qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc qui n'est pas engagé dans le temps réellement ni dans l'espace, mais cela, Didier apparaît de façon plus ou moins marquée, plus ou moins évidente, dépendant s'il est chef d'entreprise, s'il est mari, s'il est papa, ou tout simplement si il est là à regarder un joli coucher de soleil. Donc il y a des modulations de Didier, ça c'est sûr, mais il n'y a pas des modulations de ce que je suis. D'accord. C'est tout un art d'exprimer toutes ces Oui, expériences. je comprends. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que dans mon expérience en tout cas, parce que j'ai commencé je peux pas parler, je peux pas dire que j'ai commencé à enseigner, mais à commencer à partager, et à organiser des rencontres et des ateliers depuis quelques années. Et je vois que l'essentiel de la communication qui peut être là, c'est une communication de clarification, de tuer les concepts et surtout de toujours, toujours remettre les phrases et les concepts dans le bon sens, c'est-à-dire de les retourner, je passe mon temps à retourner des concepts dans l'autre sens et de dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est dans l'autre sens. Et à force de description, il y a des résonances qui se passent tout d'un coup, et il y a des moments incroyables de révélation à travers cette résonance, à travers cette possibilité qui est exprimée. Et tant que, je dirais, le dialogue intérieur, habituel, humain, comporte un chercheur qui essaye d'atteindre l'éveil, et que l'histoire s'écrit dans ce sens-là, toutes les portes du paradis seront fermées, ça c'est sûr. Quand à un moment donné, on pose la question qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que cette possibilité-là? Ben, on pourrait dire c'est cette reconnaissance, donc connaissance à nouveau, parce que c'est pas une nouvelle connaissance, que en aucun cas nous sommes les nuages, mais nous sommes le contexte, le ciel bleu ou le ciel quelle que soit la couleur, c'est pas important. En tout cas, cet espace en lequel, par lequel cette vie particulière, cet angle particulier qu'on appelle Olivier, Didier et tous les autres vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir conter leur histoire. Voilà. En fait, j'ai déjà une question de la part d'Hervé, là, en fait. C'est parce qu'il dit une chose intéressante que je trouve qui est la plupart du temps une je dirais des points d'achoppement de cette compréhension-là. Il dit que c'est alambiqué. Hein, donc c'est ce que tu as utilisé comme mot, correct? Alors, alambiqué, ça veut dire que c'est quelque chose que je décris. Les auditeurs ont entendu Didier qui parlait, qui racontait des choses qui semblent compliquées, qui semblent un peu tirées par les cheveux, qui semblent en tout cas pas quelque chose qui soit abordable. Et en fait, cette approche de ce message-là est une approche qui permet d'éviter la question réellement. Parce que s'il y a une vraie écoute, s'il y a un vrai intérêt, une vraie passion, on va voir que c'est l'absolu opposé de l'alambiqué. C'est une simplicité incroyable. Et c'est d'ailleurs la première chose qui arrive quand cette réalisation arrive, et c'est pas que moi, c'est la totalité des personnes que j'ai rencontrées qui sont passées par là, qui me disent, mais c'est d'une simplicité, c'est tellement simple, hein. Donc c'est à l'opposé du alambiqué. Donc ça, c'était une remarque qui est, je pense, qui est intéressante à faire, que si ça paraît alambiqué, et ça peut paraître alambiqué, c'est qu'il y a une forme d'évitement, une forme d'empêchement de comprendre vraiment profondément de quoi ça parle. Ok, donc on va regarder un petit peu, donc pas avec nos yeux, on va regarder avec la totalité de ce qu'on est. On ne le sait pas ce qu'on est, hein, donc c'est quelque chose qu'il faut démarrer avec ce non-savoir, parce que à partir de moment donné, on veut mettre une étiquette, on veut mettre une définition.
on va mettre une définition à un objet, on va mettre une définition à une chose qui est relative, qui a un début, qui a une fin. Et donc si dans ma description, j'exprime le fait que ce qu'on est réellement n'a ni début ni fin, ça peut pas être un objet. Et quand je parle d'objet, c'est pas forcément une tasse ou un bol ou une table, c'est la totalité de notre expérience de vie. Donc ça inclut non seulement les objets au sens traditionnel du terme, mais ça inclut euh, toutes les perceptions. Donc la perception que j'ai du bras, de mon bras, de ma main, la perception totale de ce qu'on appelle ce corps est un objet. C'est pas différent de ça. Donc, tant qu'on prend ce corps pour être soi-même, c'est un sujet, et ce sujet-là va, d'une certaine manière, ce concept-là va disparaître et on va comprendre que c'est un objet. Et du même ordre, une pensée qui arrive et une pensée qui repart à un début, à une fin, à une forme particulière, à une information d'ordre du sens, et c'est aussi un objet. Et une émotion, une peur, une joie, une expérience d'unité, par exemple, même une expérience soi-disant non duelle, est aussi un objet. Toute expérience duelle ou non duelle, du moment où elles démarrent et elles ont une fin, ce sont des objets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans cette exploration, on va aller essayer de regarder ce qui n'est pas un objet. Hein. Qu'est-ce qui reste au-delà des objets? Parce qu'on parle d'objet de conscience et on parle de conscience. Conscience à conscience d'objet de conscience, donc d'informations sensorielles, de pensées, d'émotions. Mais cette conscience-là, qui sait ces objets-là, qui connaît ces objets-là, euh, qui, qu'est-elle? Qui est-elle? Comment peut-on la décrire? Alors, a priori, ça paraît impossible parce que tout ce qu'on a fait toute une vie, c'est une description de choses définies, de choses définissables et définies, c'est-à-dire qui ont une forme particulière, une couleur, une odeur. Là, on va essayer de décrire quelque chose qui est indescriptible. Et donc, ça va être très, très difficile. Mais je crois que c'est super important de le faire. Et je vous demande, si vous le sentez bien, d'aller dans cette direction-là et de pas aller, de pas croire que c'est parce que c'est difficile que c'est impossible. Donc, je vais vous donner une petite liste et vous allez de vous-même, avec votre expérience, vérifier si c'est la même chose pour vous. Hein, donc, je vous décris mon expérience et vous allez me dire si c'est la même chose pour vous. Et on va voir qu'à la fin de la liste, ben, on parle de la même chose. Simplement, on a été toute une vie hypnotisé par ces soi-disant objets de conscience, mais qu'en réalité, cette conscience-là, cette existence à l'origine, à la source, est la même pour tous. Elle n'est pas différente. Donc, je décris et je vais y aller doucement et vous allez essayer de chercher par vous-même, essayer de comprendre de quoi je parle et reconnaître que, effectivement, ça peut être là pour vous aussi. Et en fait, l'expérience soi-disant de conscience de soi-disant Didier éveillé n'est pas différente de vous qui vous prenez dans un premier temps pour une personne non éveillée qui, de toute façon, est une impossibilité. Hein. Donc voilà. Donc conscience, je décris. Conscience est vaste, ouverte et spacieuse. Je répète, conscience est vaste, ouverte et spacieuse. Conscience est espace d'accueil, disponible, réceptif, bienveillant. Conscience est consciente d'elle-même. Conscience ne semble pas liée par l'espace.
Alors là, je vais un tout petit peu développer. N'est pas lié par l'espace. Est-ce que conscience a ce qu'on appelle conscience, est-ce que ça a une dimension particulière? Est-ce que ça fait 1 mètre, 2 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, 1000 kilomètres, 1 millimètre? Donc ce n'est pas mesurable, donc ce n'est pas lié par l'espace. Conscience ne semble pas liée par le temps. Alors là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que ça paraît euh, être une information qui était là toute notre vie. Euh, si on retourne 5 minutes en arrière, conscience était là. 10 minutes en arrière, pareil, 1 heure. Il y a 1 an, il y a 10 ans, on peut considérer que cette information qu'on appelle ici avec ce mot particulier conscience était là tout le temps. Mais est-ce qu'elle était là de façon, comme Olivier l'a suggéré, éternelle, ou est-ce qu'elle est là de façon intemporelle, donc elle n'est pas liée avec le temps? Quelle est la différence? Ben, une des différences, éventuellement, c'est que conscience n'a jamais changé. Donc, pour mesurer quelque chose dans le temps, il faut qu'il y ait un élément du point A au point B avec un changement. Ça a toujours été la même chose, toute une vie. Donc, c'est la première chose qu'on peut dire. Et la deuxième chose, c'est que ça n'a jamais été en dehors de maintenant, ce qu'on appelle maintenant. C'est-à-dire que il y a, quel que soit quelle que soit l'expérience qui est apparue, elle a toujours apparu ben, parfaitement ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment une information de comprendre que conscience ne semble ni liée par l'espace, ni liée par le temps. Conscience ne connaît ni barrière, ni frontière. Est-ce que vous pouvez ressentir qu'en réalité, il n'y a pas, à un moment donné, un endroit particulier, à partir du moment donné, qu'on mettrait une frontière, une espèce de limite, où il y aurait à l'intérieur ce qu'on appelle conscience et à l'extérieur non-conscience, qu'en réalité c'est juste une idée et que conscience remplit la totalité de ce champ, de ce champ de cet espace, de ce champ de cette capacité qu'on est réellement, qu'il n'y a ni barrière ni frontière. Donc on reconnaît ici que conscience n'a aucune forme quantifiable ni mesurable. Ça c'est important parce que en reconnaissant ça, on s'extrait des objets de conscience, des choses qui ont une dimension, une couleur, une odeur, un goût, un début, une fin. C'est ni quantifiable ni mesurable. Donc c'est à vérifier par vous-même en fait. Hein. Est-ce que c'est votre expérience? Autre élément, conscience est à la fois nulle part et partout. Alors, pourquoi je dis nulle part et partout? À vérifier par vous-même, une fois de plus. Ça, je suis pas là pour vous reprogrammer avec d'autres concepts qui seraient juste une addition. Je suis là juste pour que vous reconnaissiez que, en réalité, ce qu'on a toujours cru être logé à l'intérieur d'un corps ou d'une tête ou derrière les yeux, souvent, c'est-à-dire je suis conscient dans ma tête. Souvent, on dit je pense dans ma tête ou je suis conscient derrière mes yeux. C'est juste une histoire qui a été racontée toute une vie, mais que cette information conscience est absolument non localisée, n'a aucune place à partir de laquelle elle existe. Et à la fois, on ne peut pas dire qu'elle est nulle part, elle est à la fois nulle part et à la fois partout, parce que la totalité des éléments de ce qu'on appelle le champ de conscience n'est pas différent de conscience. Donc, je dirais, si vous êtes dans une pièce en face de votre ordinateur ou dans votre chambre, tous les éléments qui sont visibles, qui sont d'ordre des objets de conscience, euh, racontent une histoire qui est exactement la taille
de cette conscience. C'est-à-dire que c'est partout. Il n'y a pas vraiment un objet qui serait en dehors de cette essence. Donc cet objet serait une modulation de cette essence. Donc on prend un lit, un ordinateur, un bras, une parole, une pensée, une émotion. Ce sont des modulations de cette conscience. Donc on pourrait dire aussi, c'est nulle part, c'est pas localisé, mais c'est partout. Donc voilà, donc, conscience est à la fois nulle part et à la fois partout. Conscience n'est pas affectée par les mouvements et les circonstances. Hein. Donc ça, c'est quand cette espèce d'opération apparaît d'une forme de détachement, d'une forme de compréhension. Les circonstances et les mouvements de la vie sont reconnus pour être des objets, donc des modulations de cela, mais des modulations de cela qui elle-même ou qui lui-même est totalement non affecté. Je prends souvent l'exemple de l'argile et des pots, des tasses qui sont constituées d'argile en fait. Du point de vue de la tasse, l'assiette est différente. Du point de vue de l'assiette, le bol est différent. Et il peut y avoir des discussions, etc. Mais s'il y a à un moment donné un souvenir, une forme de reconnaissance que en réalité, toutes ces formes-là ne sont faites que de la même matière, qui est notre essence, qui serait de l'argile dans cette métaphore. Donc l'argile se fout complètement d'être un bol, une assiette ou une tasse. Argile est argile, et ça s'arrête là. Il n'y a pas réellement d'affectation des mouvements et des circonstances. Hein, c'est une métaphore, mais essayez de sentir vers quoi ça pointe. Donc, en résumé, l'essence de mon expérience et l'essence de conscience ne sont pas différentes. Conscience, qu'on appelle conscience, et expérience, donc les objets de conscience, sont faits d'une seule et même substance. Et cette substance-là, euh, elle n'est pas différente de ce que je suis, de ce qu'on est tous réellement. Donc on n'a jamais été autre chose que cette vie, que cette totalité qui, par un jeu incroyable de cache-cache, s'est oublié et, euh, et a joué d'une certaine manière à essayer de se retrouver. Et, euh, et, et voilà, et le jeu, en démarrant, on obtient l'histoire du chercheur de vérité, le chercheur de, de la question qui suis-je, et jusqu'au moment où elle se résout avec cette découverte incroyable euh, que en réalité ce qu'on est n'a jamais été non existant et à la fois n'a rien à voir avec cette histoire-là. Donc on a cette conversation ensemble autour d'une émission radio et on a l'impression d'être des êtres existants à l'intérieur de cette histoire-là. Je peux vous assurer, pour tous les auditeurs, pour toi Olivier, qu'à aucun moment donné, ce que tu es réellement n'apparaît à l'intérieur de cette histoire-là, que tu es assis dans un studio de radio et que quelqu'un d'autre est assis ailleurs, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui apparaissent et qui disparaissent. Et ce qu'on est réellement, et là je parle à moi-même d'une certaine manière, est antérieur au niveau du temps et de l'espace, et, euh, et le même pour tous. Il n'y a pas de possibilité de différencier quelque chose qui n'a aucun élément de différenciation. Donc cette essence-là est tout ce qui est. Euh, Nisargadatta Maharaj disait I am that, donc je suis cela. Mais cette chose-là, cette phrase-là, je suis cela, peut être dit par tous, mais c'est tous, pas tous individus, mais ce serait tous angle de vision, angle d'expérience de cette même et unique source qu'on est tous. Voilà. Donc voilà, c'était euh, cette exploration que je voulais faire tous ensemble pour j'ai décrit un certain nombre de définitions de ce que je peux, enfin de définitions, description de ce que je peux vivre là, hein, et on a l'impression de dire, on a l'impression que Didier a une vie particulière, il vit une vie d'éveillé, et il n'y a rien de plus faux, parce que vous vivez exactement la même vie que moi.
Euh, je pense à une description qui est donnée de la réalisation de notre nature véritable par certains, je pense notamment à Yogananda, mais également à d'autres, qui expliquent que la conscience, au départ, pour eux, d'après leur perception, était logée à l'intérieur d'eux-mêmes, était celle d'une petite goutte. Et que tout d'un coup, c'est comme si cette conscience n'était plus limitée à la perception du corps, mais que cette conscience s'élargissait et que cette conscience devenait de plus en plus grande jusqu'à embrasser ce qui était autour d'eux et même lorsque l'on va jusqu'au bout de cette expérience, la conscience embrasse la totalité de l'univers. Est-ce que ce que tu as vécu ressemble à cela? Pas du tout. Pas du tout, du tout, parce qu'en fait, c'est considérer que ce dont on parle peut justement avoir une taille, justement avoir quelque chose qui devient de plus en plus complet, de plus en plus. Donc, ce qui décrit là, c'est des expériences d'unité. Hein, c'est pas que c'est inintéressant, et ça fait partie souvent du chemin. Et je pense que c'est pour ça que ça a été d'une certaine manière décrit dans la tradition, dans plusieurs traditions d'ailleurs, mystiques, etc. Mais c'est pas de ça dont je parle en fait, du tout. Parce que ça voudrait dire que, une fois de plus, cette information-là de dire une petite conscience va devenir grosse, c'est une forme oui, une forme de boursouflement d'un ego ordinaire à un ego spirituel démesuré, et c'est pas de ça du tout dont on parle. On parle pas non pas d'un développement, mais on parle d'une annulation totale, absolue de ce centre-là, de cette impression avoir une conscience limitée, et ce qui est annulé, c'est même pas la conscience limitée, parce qu'elle n'a jamais réellement existé. C'est-à-dire qu'Olivier, maintenant, juste, et tous les auditeurs peuvent essayer d'écouter profondément ce que je vais dire, c'est que votre conscience, que vous croyez être la conscience d'Olivier et de tous les auditeurs, que vous croyez être séparé, que vous croyez être fini, que vous croyez être d'une certaine manière personnel, n'est pas autre que cela dont je parle, n'est pas autre que cet infini, n'est pas autre que cet élément atemporel, euh, non spatial, qu'on pourra appeler Dieu, qu'on pourra appeler la vie elle-même, quoi, en fait. Et de croire que notre rôle dans cette vie, c'est de démarrer de notre petite conscience séparée et de la, je dirais, de la faire travailler pour la grandir un petit peu plus, pour englober plus de choses, c'est considérer qu'il y a des éléments séparés, et ces éléments séparés, ça font partie du rêve. Il n'y a pas d'éléments séparés. Donc, qu'est-ce qui pourrait grossir ce qui n'a pas de taille, comment cela pourrait réellement changer ou grossir ou s'améliorer? Donc là, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ici. Euh, la, la, la mauvaise nouvelle, je commence par la mauvaise, parce que c'est ce que font les docteurs peut-être généralement pour terminer sur une bonne note. La mauvaise nouvelle, c'est que ce que vous cherchez à travers peut-être votre quête d'éveil euh, ne va pas être différent de votre vie ordinaire. C'est-à-dire que l'histoire de Didier qui s'éveille n'existe pas. Donc ça, c'est la vie ordinaire continue. Donc mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et ça quand même, c'est quand même de ça dont on parle au final à travers ces émissions-là, c'est que cette vie ordinaire, elle est absolument magique, elle est absolument magnifique. C'est le paradis, c'est la réalité qu'on a oublié complètement, qui a été oubliée. C'est pas nous qui l'avons oublié, c'est la vie qui s'est oubliée, et que cette vie ordinaire, elle est incroyablement plus grande, plus belle, plus vaste. Et là, du coup, je mets des adjectifs parce que je décris cette histoire particulière à travers la reconnaissance qu'elle n'a jamais été limitée, elle n'a jamais été le fait d'un individu ou le fait d'un petit centre qui serait éveillé à un moment donné, quoi, en fait, quoi. Donc voilà, donc il y a les deux aspects, il y a l'ordinarité, l'ordinaire le plus total, et il y a à la fois il y a le paradis qui sont côte à côte en permanence. Si je comprends bien cette expérience que décrit notamment Yogananda et à laquelle je faisais référence, l'idée c'est que dans le moment où il est dans la conscience relative, donc dans la conscience duelle, il voit tout d'un coup, il perçoit que sa conscience, au lieu d'être enfermée dans le corps, tout d'un coup devient beaucoup plus large. Et c'est à partir du moment où
embrasse la conscience universelle, c'est la conscience du tout, qu'à ce moment-là, la notion de séparation disparaît, que tout d'un coup, il est basculé dedans. Donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment de... euh, c'est-à-dire que l'union, l'unité apparaît au moment où il prend conscience qu'il est tout. Oui, mais il n'y a pas d'union, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation au départ. Oui, mais ça, il y a union pour lui parce qu'il est encore jusqu'à la dernière seconde dans la séparation. De la croyance de la séparation, pas dans la séparation. C'est ça qui est important, à mon avis. C'est peut-être le seul message que je peux. Là, on a parlé 2 heures, en fait. Ce qui est important de souligner encore et encore et encore et encore, c'est que ce mouvement qui paraît logique, qui paraît naturel, d'un individu qui veut, d'une certaine manière, s'élargir, s'alléger, s'élargir et rencontrer Dieu. Ce mouvement-là n'existe pas. C'est un rêve. Donc, en utilisant ça, bien sûr que Yogananda, il peut faire cette description, mais peut-être qu'elle a été traduite de façon à travers, je dirais, un traducteur qui n'avait pas cette expérience-là, et donc c'est comme ça qu'il l'a traduite. Mais certainement, ce qu'il a voulu dire, c'est je me suis euh, j'ai eu une forme d'expansion de ma conscience, apparemment. Donc le mot apparemment est important ici. Jusqu'au moment donné où j'ai réalisé que cette conscience-là, qu'on appelle conscience totale ou conscience sans dimension, n'est pas différente de la conscience que j'ai là maintenant, et que la conscience relative et la conscience absolue ne sont pas différentes en fait. Alors justement, tu parlais de ce message, tu disais le seul message que j'ai au final. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux donner l'essence de ce message, l'important pour finir, pour conclure cette émission? Euh, L'essence du message, je crois qu'on en a bien parlé jusqu'à présent. Je vais peut-être donner une autre information qui va être peut-être encore plus utile. Je ne sais pas si le reste était utile, mais en tout cas, qui va peut-être donner une perspective un peu différente, qui est l'information que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette recherche spirituelle, ces années de lecture de livres, d'écouter des émissions radio, de regarder des vidéos, ne semblent pas porter ses fruits, ou en tout cas donner je dirais, des éléments qui sont très temporaires et qui sont pas ancrés réellement, qui apparaissent et qui disparaissent. Qu'est-ce qui fait que, en réalité, cette recherche, elle n'est pas efficace. Il y a un moment donné, vu les heures qu'on a passées, tout cumulé, donc les mois, les années de recherche, on est encore des fois dans des situations de confusion totale. Et c'était mon cas aussi. Hein. Je peux pas dire que je suis pas passé par là. Mais donc, si étant passé par là, j'ai un message à donner, c'est de dire que c'est pas de répéter des milliers de fois la même erreur qui va changer quoi que ce soit. Donc, ce qui est plus important pour vous, plutôt que de chercher c'est plutôt de repérer à quel endroit il y a une forme de bug, il y a une forme je dirais, d'appropriation de cette recherche par des forces moi j'appelle ça Maya, parce que c'est traditionnellement la façon dont c'est décrit, que c'est pas une personne, il y a un dieu, une identité, mais c'est plutôt un mécanisme, le mécanisme de la séparation. Donc même la recherche spirituelle devient un outil de séparation, parce que non seulement ça crée un but plus tard, dans le futur, donc pas maintenant, mais en plus ça crée un chercheur qui veut avoir la réponse, ou qui veut avoir l'éveil. Les deux sont une forme de roue de hamster qui tourne sans fin. Le chercheur crée la recherche crée le chercheur, et cette roue de hamster va jamais s'arrêter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, ce que je propose ici, et puis puisqu'on est en fin d'émission, c'est de sauter de la roue de hamster, quels seraient les leviers disponibles pour sauter de la roue de hamster. Ben, le premier levier, c'est d'essayer d'écouter vraiment, pas d'interpréter ce qui est dit par ce message-là. Parce que interpréter, au final, on arrive avec toujours cette présentation de la personne qui s'éveille, de toutes les descriptions habituelles de l'éveil. Donc, de laisser une autre possibilité s'installer.
Et le contexte que je peux vous donner, qui a été le contexte à travers lequel cette histoire particulière de Didier a changé, a muté d'une certaine manière, est un contexte de relaxation. Donc il y a une forme de jeu. Donc l'élément du jeu est très très important. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut pas s'autoriser à jouer au fait de ne plus être un individu séparé et que ce soit pas grave parce que c'est un jeu après tout. Et ça c'est le saut de la roue de hamster parce que tant qu'on est sérieux, un chercheur sérieux faisant sérieusement la recherche, on se dit bah si je fais ça à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je devrais arriver au bout du résultat. Eh bien non, parce qu'on fait toujours la même chose. Donc le jeu ici, je vous propose de jouer pour quelques temps, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, de supposer et de jouer au fait d'être la totalité, d'être cela qui est non limité, non localisé dans le temps et dans l'espace, et de vérifier et de regarder. Est-ce que la vie s'arrête pour autant? C'est ce que j'ai fait comme exploration au début. La vie s'arrête pas du tout. Est-ce que ça crée un problème pour Didier ou pour Olivier ou pour qui que ce soit? Ça crée aucun problème. Est-ce que tout d'un coup il n'y a pas une forme à travers ce jeu, à travers cette approche ludique de l'exploration, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une autre possibilité qui émerge? Et cette émergence-là, elle est infiniment plus importante que toutes les pratiques spirituelles qui sont en fait la répétition de la même chose. Merci Didier.